France Inter. It's morning edition from NPR News. Produce gente en la radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour à la COP16 ce soir. You are not on track. Your task at this COP is to convert words into action. And those profiting from nature must contribute to its protection and restoration. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, c'était dimanche à la cérémonie protocolaire de la COP16, donc à Cali. Nous ne sommes pas sur la bonne voie. Notre tâche lors de cette COP est de passer de la parole aux actes, dit-il. Ceux qui profitent de la nature, ajoute-t-il, doivent contribuer à sa protection et à sa restauration. Bonsoir Jean Burkart. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du plaidoyer WWF. Alors il a raison, c'est pas la première fois qu'il le dit. D'ailleurs, Antonio Guterres, on va y revenir. On va même aller sur le fond des attentes. Je voulais juste vous demander si vous avez le sentiment que enfin cette COP biodiversité existe en face de la COP climat, ou est-ce qu'à chaque fois on se posera cette question, de toute façon, qu'est-ce qu'on pèse en face de la COP climat ? Non, de plus en plus, la COP biodiversité est écoutée, est entendue, est attendue également. Et ça, c'est un changement qu'on voit tout simplement sur l'enjeu de la biodiversité. Auparavant, on ne parlait que de climat. De plus en plus, on se rend compte que l'effondrement de la biodiversité a des conséquences directes qu'on peut voir, et les inondations actuellement nous le montrent. On sent les effets de ce changement et donc ça donne un changement de conscience. La question, c'est maintenant qu'on passe effectivement aux actes, comme le dit Antonio Guterres. Alors, dans les actes, il y a eu la COP précédente, notamment dont on avait même dit que les accords qui ont été signés étaient aussi importants que ceux des accords de Paris pour historique, ceux de la COP climat. Et ça disait, on va le faire rapidement, protéger 30% des terres et des mers, restaurer 30% des écosystèmes dégradés, diviser par 2 les pesticides. Ça parle aussi de 200 milliards par an pour la protection de la biodiversité. La route est longue et la pente est raide. Quand même, on est très 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 loin de l'application aujourd'hui, non ? C'était des engagements très forts qui ont été pris à Montréal. C'est les 190 États qui effectivement... 196 même. 196. Ouais. Je vais vous dire pourquoi j'ai sous les yeux, parce que je vais aussi vous donner le nombre de ceux qui effectivement ont donné un vrai projet. Alors moi j'en étais à 20. Oui, c'est ça, moi aussi. 29. Là, 29, parce que la COP a démarré, donc effectivement il y a de plus en plus d'États qui vont présenter leur plan, et donc ça c'est très bien. Mais effectivement on n'a que 29 États donc sur les 196 qui ont présenté un plan, alors qu'ils s'étaient engagés il y a 2 ans à le faire. Par ailleurs, on s'était engagé sur protéger 30% des terres, protéger 30% des océans, et aujourd'hui, ça vous avez peut-être les chiffres, mais on n'est qu'à 17% pour les terres et à 8% pour les océans. Qu'est-ce que ça voulait dire d'ailleurs ? Est-ce que vous pouvez nous le réexpliquer ? Protéger, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire on n'y touche plus ? Ça veut dire on sanctuarise ? Ça voulait dire quoi ? Pas du tout. Non, c'est tout simplement que sur ces territoires, on va apporter parfois des interdictions, mais souvent des outils de l'accompagnement pour faire en sorte que dans ces endroits où la biodiversité est particulièrement florissante, particulièrement importante, on limite les effets de l'activité humaine sur ces territoires. Donc l'objectif, on l'a dit, il est encore peu atteint, et finalement 17% des terres, 8% des océans. À ce rythme-là, d'après des calculs de coin de table, ça veut dire qu'on atteindra 30% de protection des océans en 2252, ce qui quand même nous met un petit peu loin, et je pense pas qu'on sera là pour en parler. Même si on prend les terres, ça nous mènerait en 2039, et on pourrait se dire finalement 9 ans, c'est quasiment demain. Mais non, parce que les 9 ans, c'est 9 ans qu'on perd, et chaque année qu'on perd pour la biodiversité, c'est une année qu'on ne pourra pas récupérer. La dette écologique, contrairement à la dette financière, c'est une dette qui ne se rembourse pas. On n'aura pas une deuxième planète vers laquelle se tourner quand on aura détruit la première. Donc on a absolument besoin d'agir et effectivement passer aux actes. Vous avez dit la question des stratégies nationales qui sont attendues encore beaucoup, et la question des financements, puisque notamment les pays en développement ont besoin d'argent pour protéger leur biodiversité. Alors, 2 choses effectivement là-dessus. D'abord, il faut dire que la France est bonne élève parce que nous, notre stratégie, on l'a donnée, ce qui est déjà ça de prix. Après, il y a la finance. Enfin, je veux dire, vous le voyez, on est en train de parler de budget partout. La France est un excellent exemple, justement. Et ce qu'on est censé donner pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, on s'est tous engagés à 25 milliards aux pays pauvres par an à l'horizon 2025, 30 milliards à l'horizon 2030. Aujourd'hui, si vous posiez la question, la France vous répondrait « Moi, j'ai pas les moyens, non ?» Exactement. Et elle vous dirait la même chose d'ailleurs pour la stratégie nationale biodiversité qu'elle a présentée l'année dernière. Et on peut se féliciter que la France soit parmi les premiers pays à avoir présenté cette stratégie. Le problème,
vous l'avez dit, c'est la question du financement. La stratégie nationale biodiversité a été présentée il y a 1 an. 2 mois plus tard, on annonçait un coup de rabot de 50 millions d'euros sur les 260 millions qu'elle représentait. Et là, dans le budget 2025 qui est présenté par Michel Barnier, les crédits dédiés à la biodiversité vont baisser de 25%. Donc on voit bien que, effectivement, même pour la France, la question de l'argent se pose. Et on se dit toujours qu'il y a des sujets plus urgents à régler que le problème de l'écologie, le problème de la biodiversité. Et c'est contre ça qu'il faut combattre. Et est-ce que c'est pas là que vous avez de toute façon perdu du terrain là ces derniers temps? Enfin, on a bien vu que l'Europe était à la peine avec son pacte vert. On a vu que les manifestations agricoles qu'il y a eu un peu partout. On a bien vu que nous, la première chose qu'on a enlevée, c'est notamment les pesticides. Alors pas complètement, on pourrait rentrer dans le débat, mais enfin, il n'empêche qu'en termes de pesticides, on a aussi reculé. Au fond, l'exemple européen, à quoi il ressemble? Et je vous pose la question parce qu'elle est à Cali, en Colombie, cette COP16. Donc je me demandais si les pays du Sud avaient repris la main là-dessus ou pas, si nous, là-dessus, on finissait pas par être vraiment les mauvais élèves. Les pays du Sud ont repris la main, et à juste titre, puisque les pays du Sud sont les premières victimes de l'effondrement de la biodiversité que nous leur imposons par nos modes de vie, tout simplement. La déforestation, la pollution des océans, c'est provoqué évidemment par nos sociétés, et donc les pays du Sud sont en première ligne pour assister à la disparition de la forêt amazonienne ou de la forêt du bassin du Congo, et nous demandent de prendre des actes au niveau des citoyens, au niveau des entreprises, au niveau des États, pour justement mettre un terme à cette situation. Et donc forcément, on attend de la part des pays européens, des pays occidentaux, des États-Unis évidemment, qu'ils prennent vraiment la mesure du problème, et le fait de le faire justement au Colombie, dans un pays qui est en première ligne, c'est l'occasion de le mettre face à nos responsabilités. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on répond si effectivement les finances sont exsangues et pas seulement les nôtres? À quel moment on dit, est-ce que ça a été dit noir sur blanc, nous, on ne pourra pas financer ces 25 milliards et plus tard les 30 milliards, nous ou d'autres? Est-ce que ça, on est capable de le mettre sur la table, ou comment ça se passe? Lors de la dernière COP, il y avait un chiffre intéressant qui était sorti. Il y a aujourd'hui dans le monde 2600 milliards de dollars, alors pour autant que ça veuille dire quelque chose, ce sont des grandes masses, 2600 milliards de dollars de subventions d'État qui sont dommageables à la biodiversité. C'est-à-dire des subventions qui vont soutenir l'agriculture intensive, qui vont soutenir la déforestation. Ce qui avait été décidé lors de la COP, c'était de dire on va identifier 500 milliards sur ces 2600 et les réallouer vers les agriculteurs, vers ceux qui ont besoin de construire des logements pour que ça soit des pratiques durables. Donc on sait où est l'argent, on sait qu'on peut le trouver et on sait vers qui le réallouer. Derrière, ensuite, il y a la question de la volonté politique. C'est toujours la crainte de dire, on sait ce qu'on va retirer à quelqu'un, et la personne à qui on va le retirer ne sait pas ce qu'elle va gagner. Donc forcément, ça fait peur, et donc forcément, ça ne donne pas envie d'agir. Le combat sur la biodiversité, vous avez le sentiment malgré tout que, aux yeux de l'opinion publique, il est gagné? Est-ce que c'est encore plus difficile? Et je vais vous le demander comme ça, à vous, WWF, est-ce que c'est pas plus simple de parler d'animaux, par exemple, de parler d'extinction, pour ces raisons-là, et parce que c'est une réalité, vous, dans le dernier rapport Planète Vivante, vous dites que la population de vertébrés sauvages a chuté de 73% ces 50 dernières années. 50 ans, ouais. Donc c'est pas seulement jouer avec, ce sont des chiffres qui existent. Est-ce qu'on se dit parfois que c'est par ce biais-là qu'il faut aller chercher les gens, en fait, ou pas? Est-ce que ça a plus de poids? Est-ce que ça en a plus? Mais c'est-à-dire que la disparition des animaux et des populations d'espèces que vous mentionnez, c'est le résultat de la disparition de leurs habitats. C'est-à-dire que, évidemment, pour les besoins notamment de l'agriculture, on va détruire des forêts, on va détruire des cours d'eau, on va détruire des haies en France, ça on le voit chaque jour, et donc avec ça, ce sont la disparition d'oiseaux, de pollinisateurs, de toutes sortes d'insectes dont nous avons besoin pour la biodiversité. Donc effectivement, les animaux, c'est un petit peu, on va dire, la partie immergée de l'iceberg, c'est à travers eux et à travers leur disparition, notamment celle des oiseaux qui a été très documentée, ou des abeilles, qu'on se rend compte des changements des habitats qui sont provoqués par l'activité humaine. Est-ce qu'elles sont réellement irréversibles, ces disparitions d'espèces? Moi, j'ai lu en préparant cette émission, j'ai même été totalement étonné que des mammifères qui disparaîtront dans les 50 prochaines années, il faudra 5 millions d'années pour que cette espèce retrouve une vie. On parle de quoi, là? Alors ça, c'est des grands chiffres qui, effectivement, espèce par espèce, seront très différents. Ce qui est évident, c'est que on ne reconstruit pas la nature de façon artificielle. La nature se régénère par la nature. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on fait des restaurations, notamment des restaurations de cours d'eau, quand on laisse à une forêt la possibilité de se développer sans trop l'exploiter, parce que l'enjeu, c'est pas de dire on va arrêter l'exploitation, c'est juste qu'on va exploiter de manière durable, on voit que la nature reprend vite ses droits et que les animaux à l'intérieur de cette nature vont réussir à retrouver une vie normale. Donc on voit que c'est possible, on voit qu'il y a un chemin. La difficulté, c'est que la tâche est de plus en plus grande
monde, puisque plus on perd de temps, moins on aura évidemment, plus le coût sera élevé pour essayer de réparer ces dommages. Jean Burkard, on disait tout à l'heure que certains pays avaient été bons élèves, d'autres moins. On sait par exemple que le Brésil et la Colombie vont attendre sur place la COP pour annoncer leurs actions de leur côté. En quoi c'est si important, ces deux exemples-là? Est-ce que ce sont des deux exemples phares? Le Brésil, on peut comprendre, enfin la Colombie d'ailleurs aussi. Le Brésil va organiser la prochaine COP climat, qui est très attendue, puisque ce sera les 10 ans de l'accord de Paris. Donc ça sera le moment un petit peu où on fait le bilan de ce qui a été fait en 10 ans. Et autant dire que nous ne serons pas au rendez-vous du chemin vers la neutralité carbone. Donc il y a évidemment une forte attente de la part du Brésil, qui est un pays très en avance sur les questions climat, enfin en tout cas dans ses engagements, et puis qui surtout a la forêt amazonienne, qui est le symbole parmi tant d'autres de cet effondrement de la biodiversité et de cette question climatique. On ne sera pas au rendez-vous pour la COP à venir, alors que celle-ci est un peu censée préparer effectivement celle qui vient. On n'est pas tout à fait au rendez-vous de celle-là non plus, de la COP 16, pour les raisons que vous nous avez expliquées. Très très mauvais temps, est-ce que c'est comme ça que vous le dites vous, au WWF, Jean Burkard? Très mauvais temps pour les COP, pour l'environnement, pour tout ça. Très mauvais temps, mais il y aura toujours de l'espoir tant qu'il y aura de la volonté, et la volonté ne manque pas. Et justement, ce qu'il y a à la COP, c'est qu'il y a les États, il y a aussi les scientifiques, les organisations internationales et les ONG comme le WWF qui montrent que la société civile s'empare de ces sujets. Et tant qu'il y aura cette société, tant qu'il y aura cette pression, on pourra avoir des résultats. Mais est-ce que ça veut dire que si on rate, cette COP-là, c'est-à-dire si on n'arrive pas à se mettre d'accord, s'il y a encore beaucoup de débats sur notamment le nouveau fonds dédié ou autre, rater celle-ci, c'est rater la COP climat ou pas? De COP en COP, on rate des choses et on réussit des choses. À chaque fois, on n'atteint pas exactement ce qu'on voudrait atteindre, mais on progresse. Et donc petit à petit, on a bon espoir, on va y arriver. Peut-être que nous n'arriverons pas à avoir les 20 milliards de dollars qui étaient attendus pour 2025. Peut-être qu'il faudra un peu plus de temps, mais on est obligé de le faire parce que l'enjeu, avant tout, c'est l'urgence. La COP 16, la COP biodiversité démarre aujourd'hui à Cali, en Colombie. Jean Burkard, vous êtes directeur du plaidoyer pour WWF France. Merci beaucoup. Merci. La suite, ce soir, ça se passe en Catalogne, où il n'y a plus d'enfants, figurez-vous, en tout cas de moins en moins, et c'est très inquiétant. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufresne, sous les radars. En Australie, où Charles III est en visite cette semaine, il a été interpellé de façon plutôt vindicative. Le Monde à 18h50, c'est vous, Claude Guibal. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Fabienne. Nous, on ira en Turquie, où le président Erdogan a perdu son pire ennemi, le prédicateur Fethullah Gülen, mort aujourd'hui aux États-Unis. La BO du Monde, c'est avec Cyril Sauvageau, et vous verrez que la musique a joué un rôle très important dans la campagne législative en Géorgie. La Géorgie qui doit choisir dimanche entre l'Europe et la Russie. À tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par le Nigeria, c'est le pays de son père, par Tahiti où elle vit. L'album s'appelle Mami Wata. Voici Ayo, Love Song, et dans la playlist de France Inter. Sing me a love song. I want my own love song. Story, and I don't wanna hear you say you worry. I don't wanna hear you say that you had a bad day. No way, it's okay. And I don't wanna hear you say you're sorry. Oh, don't wanna hear you say you know be good. Cause you're good, I'm good, we're good, so good, it's so good. Tell me why can't we just focus on the good things that we share? Like you telling me jokes while I'm trying to braid your hair. And why can't you just hold me in your arms and stay right there? Stay right there, right there. You wanna sing me a love, sing me a love. Oh, come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Come on, sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Sing me a love song. I want my own love song. A love song. Give me a love song. I don't want to hear no excuses. While you go cover lies, I go cover bruises. I want to draw a line, but you promise we'll be fine. I am yours, you are mine. There be no next time, until the next time. Tell me why can't we just focus on the good things that we share? Like you telling me jokes while I'm trying to braid your hair. And why can't you just hold me in your arms and stay right there? Stay right there, right there.
Le reportage d'Un jour dans le monde est en Espagne ce soir et surtout en Catalogne avec cette question: où sont les enfants? Il y en a moitié moins que dans les années 60. L'Espagne a la natalité la plus faible d'Europe, derrière Malte et devant l'Italie. À Barcelone, où le phénomène est le plus visible, il y a désormais, tenez-vous bien, plus de chiens que d'enfants de moins de 14 ans. Alors pourquoi ne fait-on plus d'enfants en Espagne? Quelles conséquences dans une ville comme Barcelone? Le reste, c'est Henri de la Guéry qui raconte. Il est 9h du matin, la gardienne ouvre le portail. La Villa Olímpica, c'est une école publique de Barcelone qui accueille des enfants de 3 à 11 ans. Elle a toujours eu bonne réputation, mais chaque année, il y a moins d'enfants. La directrice Yolanda Abad a fait ses calculs. Au cours de l'année scolaire 2013-2014, en maternelle, nous avions 159 élèves. Maintenant, nous en avons 130, c'est-à-dire qu'il y a 29 enfants en moins dans l'école. C'est très visible. Malheureusement, la natalité est en chute libre et on s'en rend compte à l'école. Avant, ici, au moment des inscriptions, nous avions toujours des enfants en liste d'attente. À un moment donné, 15 familles n'avaient pas pu avoir de place. Depuis, ce chiffre a diminué et maintenant, on n'a plus jamais d'enfants sur la liste d'attente. Avec 1,16 enfants par femme, l'Espagne est le pays qui fait le moins de bébés en Europe, juste derrière Malte, à Barcelone. Dans 8 domiciles sur 10, il n'y a ni bébé, ni enfant, ni adolescent. La raison est avant tout économique. Le coût de la vie est de plus en plus élevé. Les prix de l'immobilier se sont envolés. Bruno a 33 ans, ce programmateur informatique au look soigné avec sa moustache et ses tatouages vit en couple, mais pas question pour lui d'avoir un enfant. Non, vraiment pas. Ma compagne ne veut pas non plus avoir d'enfants. Pareil pour mes amis. Ils ont des chiens. Avoir des enfants quand tu vis en location, ce n'est pas viable. Et puis il n'y a pas vraiment de politique familiale ici. On ne paye pas moins d'impôts quand on a des enfants. La cantine ou les centres aérés ne sont pas subventionnés, regrette Nouria, jeune maman. Ça coûte très cher d'avoir des enfants ici. Il n'y a presque aucune aide, 4 mois de congé maternité, et merci. Mais l'argent n'explique pas tout. Isabelle, employée dans une boutique à 28 ans, un enfant, ce serait pour elle beaucoup trop de responsabilités. La maternité prend un temps fou. Je suis vraiment très jeune, j'ai plein d'autres choses à faire avant de m'occuper d'un bébé. Et puis en fait, je n'aime pas vraiment les enfants. Je ne me vois pas m'occuper d'un bébé. Si Barcelone se vide de ses enfants, elle se remplit d'animaux. La ville compte désormais plus de chiens que d'enfants de moins de 14 ans. Il n'y a pas de relation directe entre les deux phénomènes, mais cette statistique provoque un débat de société. Bruno possède un bulldog anglais. Un chien ne demande pas autant qu'un enfant. Il faut juste lui donner de l'amour et de l'affection, et c'est tout. Tu n'as pas à le guider dans la vie, à l'aider à grandir, à se préoccuper de ses études, etc. Et c'est toute une ville qui est en train de changer avec des parcs à chiens, des garderies canines et des boutiques spécialisées qui ouvrent quand des classes ferment. À Barcelone, on fait moins d'enfants et on les a beaucoup plus tard, le plus souvent après 35 ans. Ce qui a des conséquences sur la manière de les éduquer, observe la directrice de l'école. Aujourd'hui, on a tendance à surprotéger les enfants. Pourtant, il faut les laisser grandir. Et malheureusement, on trouve de plus en plus d'enfants à l'école primaire qui souffrent d'anxiété, qui sont angoissés, qui ont peur. Tout ça, c'est lié à cette surprotection des parents. Yolanda Abad voit sa ville, Barcelone, vieillir, ça ne la réjouit pas vraiment. Une ville sans enfants, c'est une ville morte. Vous imaginez une ville sans les sourires des enfants, sans les rires, sans leurs cris? Ils mettent de la vie. Si on ne favorise pas la natalité, je ne sais pas quel sera notre futur. Des problèmes se posent pour les retraites et pour l'économie du pays qui va manquer de main-d'œuvre. C'est pour cela que Pedro Sánchez, le Premier ministre, considère que l'immigration est nécessaire pour faire face à la crise démographique. Henri de la Guéry pour le reportage à Barcelone. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord en Australie et c'est Charles III là qui se fait alpaguer. Ce ne sont pas vos terres, vous n'êtes pas notre roi. Voilà les mots lancés à l'adresse du souverain britannique par la sénatrice aborigène Lydia Thorpe dans les couloirs du Parlement aujourd'hui, devant lequel Charles III venait de s'exprimer à l'occasion de sa première visite dans le pays depuis son accession au trône il y a 2 ans. Juste après ce discours, l'élu s'est donc approché de la tribune, vêtue d'une cape en fourrure traditionnelle. Elle a crié en direction du roi qui
qui est le chef de l'État en Australie. Pendant un peu moins d'une minute, elle a fait référence à la colonisation, parlant de génocide contre son peuple avant d'être évacuée par des agents de sécurité. Charles III n'a pas bronché, discutant pendant l'incident avec le Premier ministre australien Anthony Albanese. Lydia Thorpe est avocate, elle milite depuis des années pour qu'un traité soit conclu entre les autorités australiennes et les Premières Nations, un document qui reconnaîtrait entre autres l'impact de la colonisation sur la vie des autochtones et les inégalités, ce qui existe au Canada ou en Nouvelle-Zélande par exemple, mais donc pas en Australie. Et nous voici en Inde avec une vague d'alerte à la bombe. Oui, ce sont des compagnies aériennes indiennes qui en sont victimes depuis maintenant une semaine. Des coups de téléphone, des messages sur les réseaux sociaux. D'après plusieurs médias locaux, environ 90 vols en Inde et à l'étranger ont été visés. À chaque fois, il s'agissait de fausses menaces, mais ça a parfois provoqué des situations chaotiques. Certains vols ont été détournés. Par exemple, mardi dernier, un avion qui assurait la liaison New Delhi-Chicago a dû atterrir en urgence au Canada. Les passagers ont été pris en charge par l'armée de l'air. Plus tard dans la semaine, à Singapour et au Royaume-Uni, des avions de chasse ont même escorté des appareils d'Air India après avoir reçu des menaces, des perturbations, des retards qui coûtent cher, bien sûr, aux compagnies aériennes. Pour l'instant, aucune revendication, une arrestation, un mineur, mais les menaces n'ont pas pour autant cessé. Et puis nous voici en Espagne à nouveau, où ce jeune homme là qu'on entend est accusé de tricherie. Oui, il a 22 ans, il s'appelle Kirill Shevchenko et c'est une star des échecs. Il a accédé au rang de grand maître alors qu'il n'avait même pas encore 15 ans, d'origine ukrainienne. Il concourt désormais sous les couleurs de la Roumanie. La semaine dernière, il participe à une compétition par équipe en Espagne, sauf que lors de son deuxième match, ses adversaires trouvent son comportement pour le moins troublant. Entre chaque coup, Kirill Shevchenko s'absente, parfois pendant 10 minutes pour aller aux toilettes. Ils alertent alors les arbitres qui mènent une fouille dans les dites toilettes et ils y trouvent un téléphone qui aurait donc pu lui servir à l'aider à trouver le meilleur coup possible. Et il a immédiatement été exclu de la compétition, d'autant que, selon le quotidien espagnol El Mundo, un employé de l'hôtel où se déroulait le tournoi aurait trouvé la veille un autre portable accompagné d'une note dont l'écriture est, d'après les arbitres, très similaire à celle du tricheur présumé. Shevchenko nie tout en bloc, soutenu par sa fédération. Aïe aïe aïe, Kevin, merci beaucoup. Vous allez partir avec un collectif de DJ du sud de la France qu'on aime beaucoup sur Inter. Figurez-vous que l'une de leurs chansons, c'est le générique de On n'arrête pas l'écho. Ah oui, j'ignorais. Voilà. Et comme Thomas qui réalise cette émission est au courant de tout, il sait que fou, Pierre qui la programme est fou du groupe. Du coup, j'ai été voir. C'est vrai, il a tous ses albums dans son téléphone. C'est dingue. Allez, Chinese Man, Siempre Estás. Ça date de 2014.
cantamos de amor. Es que tu amorcito fue abrigo. Es que hoy me congelo, mi amor. Habrá razones bellas para este adiós. Asomo la cabeza para ver el sol. Siempre vas a estar, siempre estás viva. Siempre vas a estar, siempre, 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 siempre estás. Chinese Man, Siempre Estas sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde à 18h49, c'est Claude Guibal ce soir. How dare you? The world has changed. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Claude, ça se passe en Turquie où Recep Tayyip Erdogan vient de perdre son meilleur ennemi. Et Dieu sait, Fabienne, qu'il en a des ennemis, Recep Tayyip Erdogan. Mais de tous, le plus important était sûrement le prédicateur Fethullah Gülen, dont on apprend aujourd'hui la mort en Pennsylvanie, aux États-Unis, où il était réfugié depuis 25 ans. Et avant de devenir l'objet de la haine d'Erdogan, Fethullah Gülen a d'abord été son allié. Cet imam était en effet à la tête d'une gigantesque organisation caritative, occulte, qu'on a souvent comparée à l'Opus Dei. Et sa pensée, en gros, c'était d'associer modernité, tradition, combiner foi et science. Et alors, dans cette optique, Gülen, dès les années 70, avait créé des milliers d'écoles en Turquie, mais aussi à l'étranger, avec pour objectif de former l'élite musulmane du futur. Alors, tout autour de ces écoles, il y a des associations, et tout cela, ça forme une nébuleuse sur laquelle Erdogan va s'appuyer pour conquérir le pouvoir face à l'establishment politique turc des années 2000, un establishment plutôt laïque et kémaliste. Alors, sauf que toutes les lunes de miel ont une fin. Et oui. Parce que là, les soucis commencent tout juste après cette prise de pouvoir, avec la rivalité, bien sûr, entre les deux hommes. Or, au fil des années, les élèves de Gülen, ils ont grandi. Ils ont progressivement pris place dans toutes les institutions du pays et ils ont infiltré à des postes importants l'éducation, la magistrature, la police, les médias, la justice et même l'armée, pourtant un bastion laïque. Et en 2013, ces gülenistes, ils passent la ligne rouge lorsque des fuites attribuées à Gülen révèlent, des scandales de corruption impliquant des proches d'Erdogan. Des procureurs gülenistes ordonnent des mises en examen et ça, Erdogan ne va pas aimer du tout et Gülen devient donc l'ennemi public numéro 1, accusé d'être à la tête d'une entreprise terroriste qui a gangréné l'État. Erdogan décide donc de faire le ménage. Et c'est là que commence la répression. La répression dont on a souvent parlé, avec d'abord des purges de plus en plus régulières, des arrestations dans l'armée, l'enseignement, la fonction publique. Erdogan se sent menacé et arrive le 15 juillet 2016. Un terrible coup d'État militaire et cette nuit-là, la Turquie manque basculer, des combats sanglants à Istanbul entre partisans d'Erdogan, soldats putschistes, le Parlement à Ankara qui est bombardé, Erdogan isolé s'en sort miraculeusement mais vraiment de peu et il en est sûr, c'est Gülen qui est derrière ce coup d'État et sa vengeance va être terrible. La répression dès lors ne connaît plus de limites, plus de 3000 condamnations à perpétuité, des dizaines de milliers d'arrestations, plus de 120 000 personnes licenciées, une vraie chasse aux sorcières qui donne au passage le prétexte à Erdogan pour ratisser bien plus large, pour se débarrasser au-delà des gülenistes de tous ceux qui osent le critiquer. Avec la mort de Gülen, Claude, est-ce qu'Erdogan n'a plus d'ennemis ? Non, il en reste des bêtes noires. Il y a évidemment l'opposant libéral, Osman Kavala, il y a le leader kurde, Demirtas, il y a le chef du PKK, Öcalan, mais le réseau güleniste, lui, est très largement décimé, mais ses représentants à l'étranger continuent de semer le trouble. Gülen, se sachant malade, aurait, disent-ils, trouvé des successeurs pour poursuivre sa tâche. Et même mort, Gülen reste un poison pour la Turquie qui ne veut surtout pas que son corps soit rapatrié. Sa tombe va demeurer secrète aux États-Unis, disent ses partisans. Et dans l'ombre, son fantôme continuera sûrement à poursuivre Erdogan, dont la haine n'est jamais éteinte. Claude Guibal et Le Monde à 18h50. Merci beaucoup. La BO du Monde, c'est Cyril Sauvageau, comme chaque lundi, qui écoute Tourner le Monde, c'est maintenant. France Inter. 18-20.
Et Cyril, nous sommes en Géorgie, à quelques jours d'élections déterminantes pour l'avenir de ce pays qui est tiraillé entre l'influence russe et l'Union européenne. À Tbilissi, la jeunesse pro-européenne s'est beaucoup mobilisée ces derniers mois et la musique a joué un rôle particulièrement fédérateur. Juste avant l'été, la Géorgie a vécu un moment très particulier de son histoire. D'un côté, les pro-UE se soulevaient massivement, comme ici dans la capitale Tbilissi, pour dénoncer une loi pro-russe sur les agents de l'étranger. Et dans le même temps, l'équipe nationale de foot géorgienne faisait rêver tout un pays grâce à sa qualification inespérée pour l'Euro. Tout cela s'est mélangé dans une sorte de grande célébration populaire au son d'un tube local intitulé Sakartveloa. En VO, Sakartveloa signifie « c'est ça la Géorgie », une chanson aussi simple que fédératrice. Les musiciens n'ont pas voulu prendre position politiquement, mais leur chanson a fait vibrer une corde chez beaucoup de compatriotes. Quelques mois plus tard, ce morceau passe encore en boucle dans les bars, dans les taxis et dans les manifestations pro-européennes. Des manifs où certaines grandes voix de la musique géorgienne ont pris fait et cause pour la contestation. Ici, la chanteuse Nino Katamadze, invitée surprise d'un rassemblement devant le Parlement. Et Cyril, c'est pas la première fois que la musique se retrouve au cœur d'un mouvement de contestation en Géorgie. Dans un autre genre, en 2018, c'est le petit monde de la musique électronique qui s'était mobilisé. Après des raids de la police géorgienne contre un célèbre club techno de la capitale, le club Bassiani, considéré comme un bastion LGBT. En signe de protestation, les manifestants ont commencé à se retrouver devant le Parlement pour danser ensemble des sortes de raves improvisés, comme le montre un passionnant documentaire Raving Riot, présenté dans plusieurs festivals. Police went to the clubs and they're just like raiding people and they're taking people to the police stations. You can't fucking invade my space whenever you fucking want. À l'époque déjà, la ligne de fracture de la société géorgienne est très claire. Entre d'un côté une jeunesse pro-européenne désireuse de vivre comme à Berlin ou à Londres, et de l'autre un pouvoir proche du Kremlin soutenu par la partie la plus conservatrice de la population. Depuis, les tensions se sont encore aggravées avec la guerre en Ukraine et le fait que Tbilissi soit devenue terre d'accueil pour beaucoup de jeunes Russes ayant fui le régime de Vladimir Poutine. Parmi eux, des musiciens comme le groupe de punk rock moscovite Sonic Death. Les nouvelles manifestations de ces derniers mois en Géorgie ont en tout cas démontré à nouveau l'incroyable appétit musical et la créativité de cette jeunesse géorgienne. Sur TikTok, sur les plateformes de streaming, on peut trouver toutes sortes de playlists de la contestation avec les chansons géorgiennes qui ont rythmé ces manifs. En voici une parmi d'autres. Elle aussi célèbre la force de ce pays, de cette nation. Nous sommes tous ensemble, nous sommes la Géorgie. Merci beaucoup.